Tout a commencé avec un lieu, le tunnel ferroviaire abandonné, Galleria di Crevola. Pour les carabiniers qui arrivèrent à l'appel, c'était juste un autre objet. Mais ce qu'ils virent rendit immédiatement clair. Quelque chose de terrible s'était passé là. Juste à l'entrée du tunnel se trouvait une chaussure solitaire. À côté, une tache de sang déjà séchée. Et d'elle, dans l'obscurité, suivaient 2 sillons, comme si quelqu'un avait traîné quelque chose de lourd sur le sol. Les policiers entrèrent. L'air là-dedans était lourd, sentait l'humidité et la moisissure. Le seul son, l'écho creux des gouttes tombant du plafond. Et la lumière des lampes de poche arrachait de l'obscurité cette terrible trace, des gouttes de sang qui menèrent de plus en plus vers le fond. Ils suivirent cette piste, pas à pas, et mesurèrent cette distance. Exactement 87 mètres. C'est là, à 87 mètres de l'entrée, où on voyait déjà la lumière de l'autre côté qu'ils la trouvèrent. Sur le sol froid de béton se trouvait Ilaria, la même fille de 14 ans dont la photo était déjà depuis 3 jours dans toutes les nouvelles locales. Et à ce moment, l'affaire cessa d'être seulement un ensemble de preuves et de distances. Elle devint l'histoire d'une personne. Une histoire qui commença non dans ce tunnel sombre, mais dans une école ordinaire, parmi des camarades de classe. Et pour comprendre comment tout arriva à ces 87 mètres de béton froid, nous devons revenir quelques mois en arrière, à ce même couloir scolaire baigné de soleil. Parce que c'est là que se croisèrent les chemins de 3 filles, dont l'histoire nous mena à ce tunnel. D'un côté se trouvait Ilaria. Elle arriva dans la classe au milieu de l'année scolaire, et c'est toujours difficile. Nouvelle ville, nouvelle école, aucun visage connu. C'était une fille ordinaire, peut-être un peu plus silencieuse que les autres, avec un accent perceptible qui la trahissait bientôt comme étrangère. Elle essayait simplement de s'intégrer, trouver des amis, se sentir partie du groupe, comme n'importe qui à sa place. De l'autre côté se trouvaient Sophie et Chiara. Elles étaient les étoiles de la classe. Pas dans le mauvais sens, non. Simplement c'étaient celles autour desquelles tout tournait. Sophie, bruyante, joyeuse, âme de la fête, toujours au centre de l'attention. Chiara, son complet opposé, silencieuse, observatrice, mais exactement elle, comme le montrerait après l'enquête, était la génératrice d'idées. Elles étaient comme 2 faces d'une même pièce, et dans leur petit monde scolaire, elles étaient une force. Et elles avaient un intérêt commun qui, apparemment, aurait dû les rapprocher. Urbex. Simplement, elles exploraient des lieux abandonnés. Vieilles villas, usines abandonnées et bien sûr, ce même tunnel. Elles avaient même leur petite chaîne où elles postèrent des vidéos de leurs expéditions. C'était leur hobby, leur passion. Et elles avaient un objectif. Entrer dans le chat fermé des élèves plus âgés, une sorte de club d'élite qui n'acceptait que ceux qui prouvaient qu'au leur courage. Et quoi de plus courageux que des expéditions nocturnes dans des lieux hantés? Apparemment, là était l'intérêt commun. Ilaria s'intéressait aussi à la photographie, se sentait attirée par ces lieux. Mais au lieu de devenir un point d'union, cela devint un point de rupture. Comme cela arrive fréquemment à cet âge, tout commença avec une bêtise. Avec quelques discussions idiotes sur les réseaux sociaux à cause d'un garçon dont la photo Ilaria avait supposément volé des stories. À cela s'ajoutèrent des moqueries sur son accent. Mot après mot, offense après offense. Le conflit qui bouillait en dessous explosa. Ilaria fut isolée, et Sophie et Chiara, sentant leur pouvoir, décidèrent que la nouvelle devait être enseignée, remise à sa place. Et après encore une autre dispute, elles vinrent envers elle avec une proposition. La proposition de se réconcilier vraiment et faire ensemble l'expédition la plus courageuse pour leur chaîne. Prouver à tous, et principalement aux élèves plus âgés, qu'elles étaient une équipe, et elles choisirent comme lieu pour cette réconciliation la Galleria di Crevola.
Et cette réconciliation à la Galleria di Crevola, en réalité, ne fut aucune réconciliation. Ce fut un test. Un défi cruel que Chiara et Sophie inventèrent pour simultanément humilier Ilaria et gagner des points de courage. Le plan était simple, comme tout génial et tout terrible. Ilaria devrait passer exactement 1 heure dans le tunnel, les yeux bandés, pour que tout soit vrai, pour que tout soit honnête. Et la principale question qui surgit quand on lit à ce sujet, pourquoi ? Pourquoi a-t-elle accepté ? Probablement la réponse se trouve dans ce désir désespéré d'une fille de 14 ans de simplement s'intégrer, arrêter les moqueries, rejoindre le groupe, prouver qu'elle n'était pas faible. Peut-être croyait-elle jusqu'à la fin que c'était juste un jeu idiot, mais inoffensif, qu'elles allaient rire et tout finirait. Elle voulait croire en elle, mais ce n'était pas un jeu. La préparation pour ce défi montre que Sophie et Chiara planifièrent tout à l'avance. Elles arrivèrent au tunnel sur leur vélo de montagne. Elles apportèrent un kit complet, pas seulement un bandeau. Elles prirent un vieux foulard épais et un rouleau de ruban isolant noir pour faire un masque improvisé qui ne pourrait pas être facilement arraché. Pour l'ambiance et la fixation des mains, des colliers de serrage en plastique de construction, et le plus important, une caméra d'action. Elles se la fixèrent sur la poitrine d'Hilaria. La caméra devrait tout filmer, l'obscurité, entendre sa respiration, enregistrer sa peur. Cette vidéo devrait être son laissez-passer pour le chat fermé des élèves plus âgés. Dans les matériaux de l'affaire, il y a un enregistrement de la caméra de surveillance du supermarché le plus proche. 1 heure avant d'aller au tunnel, Sophie achète exactement ce ruban isolant et une canette d'énergisant. Calmement, routinièrement, comme si elle se préparait pour une soirée ordinaire. Hilaria accepta toutes les conditions. Elle permet qu'elle fixe la caméra sur elle et bande ses yeux avec ce horrible masque de foulard et ruban. Dans la nuit du 18 mai, quand il faisait déjà sombre, les 3 étaient à l'entrée du tunnel. La montre au bracelet fitness d'une des participantes enregistra l'heure. 21h05. Elles entrèrent dans l'obscurité. Ce moment devint le point de non-retour. Parce qu'après, personne ne vit plus Hilaria vivante. Et quand la nouvelle de la terrible découverte dans le tunnel se répandit dans la région, pour la famille d'Hilaria se terminèrent 3 jours d'espoir torturant et commença le cauchemar. Et pour les carabiniers, commença le travail. Maintenant, ce n'était pas un cas de disparition. Maintenant, c'était une enquête d'homicide. Et la première question à laquelle ils devaient se répondre était: que s'est-il passé à l'entrée de ce tube sombre et humide? Le lieu du crime n'est pas seulement un point sur la carte. C'est une histoire qui doit être lue. Et les enquêteurs commencèrent cette lecture depuis le début. Des voies d'accès au tunnel. Le sol là est un mélange de gravier ancien, d'argile et d'herbe qui poussent à travers eux. Et dans cette terre humide après les pluies récentes, s'imprima ce qui devint le premier chapitre de cette histoire. 3 paires de traces de pneus de vélo. Pas de vélos urbains ordinaires, mais de montagne, avec un dessin caractéristique et agressif. Les traces allaient côte à côte, presque parallèles, et menaient droit à l'entrée du tunnel. 3 vélos. Cela signifiait qu'Hilaria n'était pas la seule, et elle n'arriva pas là par hasard, ne fut pas traînée de la route. Elle vint avec quelqu'un, avec 2 autres personnes. Cela changeait tout immédiatement. La version du maniaque aléatoire qui aurait pu tendre une embuscade à une fille solitaire passa au second plan. Le tableau devenait plus complexe. C'était un groupe, et ils vinrent là ensemble, intentionnellement. Mais qui étaient-ils? Amis? Ennemis? Pendant qu'un groupe d'enquêteurs travaillait avec les traces, un autre commença une inspection méthodique, centimètre par centimètre, de l'entrée même du tunnel. C'est un travail minutieux, presque méditatif. Vous regardez le sol, les murs,
chaque pierre et chaque mauvaise herbe, cherchant ce qui ne devrait pas être là. Un mégot, un morceau de tissu, un bouton, n'importe quel détail peut être la clé. Heure après heure passait. Il semblait que, outre les traces des vélos et cette terrible trace interne, cet endroit était stérile, vide. Et quand les recherches arrivaient déjà à la fin, un des jeunes carabiniers, éclairant avec sa lampe de poche les fissures dans le vieux mur de béton qui encadrait l'entrée, remarqua quelque chose de petit, en plastique, qui était tombé entre le bloc de béton et la terre éboulée. Il apporta soigneusement, avec une pince, la trouvaille à la lumière. C'était une petite lampe de poche, bon marché, de celles vendues dans n'importe quel supermarché. Corps en plastique noir, marque Décathlon. La chose la plus commune et insignifiante que n'importe quel touriste ou adolescent local aurait pu perdre. Mais elle était là, juste à l'entrée. Quelqu'un aurait pu l'avoir laissée tomber dans la précipitation en entrant dans le tunnel ou en courant de lui. La lampe de poche fut soigneusement emballée dans un sac hermétique pour preuve et envoyée au laboratoire. Dans de tels cas, les espoirs sont faibles. Sur le plastique lisse restent rarement des empreintes digitales claires, surtout si l'objet est resté à l'air libre. Mais c'était une chance. Et il fallait s'y accrocher. Un jour passa. Les enquêteurs interrogeaient camarades de classe, professeurs, amis d'Hilaria. Sophie et Chiara, comme tous, exprimaient leurs condoléances, pleuraient, disaient quelle bonne personne était Hilaria. Elles restaient ensemble, se soutenaient l'une l'autre. Elles n'étaient dit que deux amies brisées par la douleur. Du moins, c'est ainsi que cela semblait de l'extérieur. Et alors sonna le téléphone du laboratoire. Les résultats de la lampe de poche étaient prêts. Et ils n'étaient pas seulement bons, ils étaient révolutionnaires. Sur la surface latérale du corps, les experts réussirent à recueillir quelques fragments, mais absolument clairs, d'empreintes digitales. Et ces empreintes n'étaient pas anonymes. Elles furent traitées dans la base de données, et le système donna une correspondance. Les empreintes sur la lampe de poche trouvée à l'entrée du tunnel appartenaient à Chiara, l'amie silencieuse et inaperçue de la principale étoile de la classe. À ce moment, l'enquête obtint le premier nom, et ce nom transforma de vagues suppositions en une direction spécifique pour l'attaque. Et quand l'enquête obtint le premier nom spécifique, quand les empreintes digitales sur la lampe pointèrent directement vers Chiara, il semblait que l'écheveau était sur le point de se démêler. Les enquêteurs se préparaient sans déjà aux interrogatoires, à se concentrer sur le cercle proche d'Hilaria. Mais exactement à ce moment, quand le vecteur de l'enquête semblait déterminé, apparaît dans l'affaire un témoin complètement inattendu. Et son témoignage mène temporairement la police sur un chemin complètement différent et faux, faisant que tout le monde se demande « et si tout était complètement différent ?» Et si ce n'était pas de la cruauté adolescente, mais quelque chose de beaucoup plus effrayant et prosaïque? Le témoin fut un fermier âgé qui vivait à l'écart, à environ un demi-kilomètre de la route où sortait le second portail du tunnel. La nuit de la disparition d'Hilaria, il rentrait tard chez lui. Et il se souvenait clairement d'avoir vu au bord de la route une camionnette blanche, ordinaire, sans signe distinctif, de celles utilisées pour le transport de marchandises. La camionnette était simplement arrêtée avec les phares éteints. Et cela parut étrange au fermier. Dans cet endroit isolé, les voitures ne s'arrêtent simplement pas ainsi. Il n'y accorda pas beaucoup d'importance à l'époque, mais quand se répandirent les conversations sur la fille disparue, et ensuite sur la terrible découverte, il fit le lien et téléphona à la police. Cette information change instantanément les priorités. Des empreintes digitales d'adolescents, c'est une chose. Mais une camionnette blanche sans identification arrêtée la nuit près de l'endroit où on trouverait ensuite le corps, c'est un scénario classique que la police ne pouvait ignorer. La version du ravisseur, du maniaque qui aurait pu tendre une embuscade aux filles, redevient principale. Peut-être l'ont-elles rencontré dans le tunnel, peut-être les a-t-il effrayées,
et dans la panique, elles se sont séparées et Hilaria est devenue sa victime? Commence un travail à grande échelle. Les carabiniers rassemblent les enregistrements de toutes les caméras sur les routes proches, vérifient toutes les entreprises de transport travaillant dans la région. C'est un travail titanesque. Des centaines, sinon des milliers de camionnettes blanches. Les enquêteurs travaillent jour et nuit, regardant des enregistrements flous, appelant des entreprises de logistique. Pour Sophie et Chiara, cela a dû être un soulagement. L'attention de la presse, de la police, des résidents locaux, tout se transféra d'elles vers la recherche de cette camionnette fantôme. Elles redevinrent simplement des amis brisés par la douleur, des témoins, pas des suspects. Et les recherches donnent un résultat. 2 jours plus tard, ils réussissent à identifier cette même camionnette. Ils la trouvent dans le parking d'une entreprise de transport dans la région voisine. Le conducteur, un homme d'âge moyen, est arrêté pendant un voyage. Pour lui, c'est un choc. Il n'a aucune idée de quoi il s'agit, n'a jamais été dans ce village et n'a jamais entendu parler d'aucune Hilaria. Il jure que cette nuit-là, il était dans un endroit complètement différent. Les paroles sont une chose, mais dans un camion moderne, il y a quelque chose qui ne ment pas. Le tachygraphe. Une petite boîte noire qui enregistre impartialement chaque kilomètre, chaque arrêt, chaque minute de mouvement et de repos. C'est un alibi de fer ou un billet direct pour la cellule. Les experts extraient les données du tachygraphe et ce qu'ils voient met un point final à l'histoire de la camionnette blanche. La nuit où Hilaria entra dans le tunnel, cette camionnette fit réellement un arrêt. Mais pas sur la route près du village de Santo Spirito. Les données du tachygraphe et le reçu de la station-service avec l'heure exacte montrèrent, cette nuit-là, le conducteur s'arrêta au bord de la route pour déjeuner, mais il le fit à 35 km du lieu de la tragédie. Il ne pouvait physiquement pas être là. La fausse piste, qui coûta presque 3 jours de temps précieux, s'effondra finalement. Mais à la fin, elle rendit un bon service à l'enquête. Elle prouva qu'il n'y avait aucun maniaque aléatoire dans une camionnette blanche. Personne de l'extérieur n'intervint dans cette histoire. Et cela signifiait seulement une chose. La réponse devait être cherchée non pas sur les routes, mais dans les couloirs de l'école. L'attention de l'enquête revint à nouveau, et cette fois, définitivement, au cercle proche d'Hilaria, et en premier lieu, à cette fille dont les empreintes restèrent sur la lampe abandonnée dans la précipitation à l'entrée du tunnel sombre. Et quand l'histoire de la camionnette blanche fantôme s'effondra finalement, toute l'attention de l'enquête revint à cette unique preuve solide qu'ils avaient, aux empreintes digitales, à la lampe que Chiara laissa tomber. Maintenant, les enquêteurs devaient non seulement prouver qu'elle était dans le tunnel, c'était déjà presque un fait. Ils devaient comprendre ce qu'elle faisait exactement là. Et si elle était seule? Commence la partie routinière, mais la plus importante de toute enquête, la reconstitution des dernières heures de vie de la victime et des dernières heures avant le crime de tous ceux qui pourraient être impliqués. C'est un travail scrupuleux de collecte de miettes numériques que chacun de nous laisse derrière lui. Consultation aux opérateurs de téléphones portables pour tracer les mouvements des téléphones. Vérification des réseaux sociaux. Et bien sûr, collecte d'enregistrements de toutes les caméras de surveillance de la région. Absolument toutes. De stations-service, distributeurs automatiques, vitrines de magasins, maisons particulières, des dizaines, des centaines d'heures de vidéos qui devaient être regardées dans l'espoir de remarquer un visage connu. La plus grande partie de ce travail ne donne rien. Images floues, passants aléatoires, voitures. Mais les enquêteurs continuèrent à vérifier méthodiquement chaque enregistrement. Et quand ils arrivèrent au petit marché familial Alimentari Rousseau, situé à la périphérie du village, la chance leur sourit. Ce petit marché est un endroit typique où tout le monde se connaît, où le propriétaire peut vendre à crédit. Et sa caméra, installée au-dessus de l'entrée, était ancienne et enregistrait en basse résolution. Mais elle fonctionnait. En regardant les enregistrements de la nuit du 18 mai, l'enquêteur appuie sur pause. L'heure sur l'enregistrement, 21h14.
La caméra enregistra comment une fille s'approche du magasin à vélo. Elle entre rapidement. C'est Sophie. La leader du groupe, âme de la fête, meilleure amie de Chiara. Sur l'enregistrement, elle semble un peu agitée, regarde constamment autour d'elle. Elle s'approche du comptoir, paie rapidement pour 2 choses et sort presque en courant du magasin, monte sur le vélo et va vers le chemin rural qui mène au tunnel. En soi, cet enregistrement ne prouvait encore rien. Eh bien, une fille passa au magasin. Mais les enquêteurs voulaient en savoir ce qu'elle acheta exactement. Ils parlèrent avec le propriétaire âgé, Monsieur Rousseau. Il ne se souvenait bien sûr pas de tous les acheteurs de cette nuit, mais il avait une ancienne caisse enregistreuse qui imprimait fidèlement les reçus. En étudiant le ruban de la caisse, les enquêteurs trouvèrent exactement cet achat. À 21h14, 40 minutes avant que le trio n'entre dans le tunnel, Sophie acheta une canette d'énergisant et un rouleau de ruban isolant noir. Ruban isolant. Exactement le détail qui transforme un achat ordinaire en preuve clé. Ce n'est plus seulement une coïncidence. C'est un fait direct et irréfutable. C'est exactement Sophie, et pas quelqu'un d'autre, qui acheta le ruban isolant avec lequel ils bandèrent ensuite les yeux d'Hilaria par-dessus le foulard. Cela signifie qu'elle ne savait pas seulement du plan. Elle participa à la préparation plus directement. Elle n'était pas suivante. Elle était organisatrice. Maintenant, l'enquête avait le tableau complet. Chiara laissa ses empreintes sur la lampe au lieu du crime. Et Sophie, une demi-heure avant, achetait l'un des principaux outils pour ce test. Leur histoire, qu'elles n'étaient que des amies brisées par la douleur, se brisa en morceaux. Toutes les deux étaient là. Toutes les deux planifièrent tout. Maintenant, ce n'était plus une question de si. C'était une question de quand elles avoueraient tout. Le cercle se ferma. Le cercle se ferma. Maintenant, l'enquête avait non seulement des suppositions, mais 2 preuves solides et irréfutables qui liaient Sophie et Chiara avec une force mortelle. La lampe avec les empreintes et le reçu de l'achat du ruban isolant. Mais c'est une chose de prouver qu'elles étaient dans le tunnel et se préparaient pour ce test. Et c'en est une complètement différente de comprendre ce qui se passa réellement là-dedans. Et ici entrent en jeu les fantômes numériques. Cette information qui, comme il sembla aux filles, fut effacée pour toujours, mais qui, comme cela arrive fréquemment, laissa sa trace. Quand les enquêteurs, déjà avec des mandats en main, vinrent chercher les téléphones et autres appareils de Sophie et Chiara, elles se comportèrent comme elles devaient selon leur légende. Elles feignaient l'incompréhension, l'offense. Pourquoi ? Nous aidons l'enquête. Nous sommes amis. Mais derrière ce calme extérieur transparaissait une panique mal dissimulée. Les téléphones, elles les remirent. Et que pouvaient-elles faire d'autre ? Et ici commence la partie la plus silencieuse, mais peut-être la plus tendue du travail. Les spécialistes en criminalistique numérique connectent les téléphones à leur équipement. Leur tâche est d'extraire tout. Fichiers supprimés, cache d'application, historique de géolocalisation. Et la première chose qui attire l'attention est le vide. Ce vide criant où devrait bouillonner la vie. Les chats principaux sur WhatsApp et Telegram où communiquaient Sophie, Chiara et Hilaria furent soigneusement nettoyés. Non seulement des messages isolés furent supprimés, des conversations entières de plusieurs jours avant la tragédie furent supprimées. Pour tout enquêteur, c'est un énorme drapeau rouge. Les gens ne suppriment pas les conversations avec une personne qu'ils pleurent, soi-disant. Au contraire, ils les relisent, cherchent des signes, des derniers mots. Ils suppriment les conversations seulement dans un cas, s'il y a en elles quelque chose que personne ne devrait jamais voir. C'était presque un aveu direct. Elles ont essayé d'effacer les traces. Elles cachaient quelque chose. Mais comme il s'est avéré, elles ont oublié d'autres témoins beaucoup moins évidents. De petits espions silencieux qu'elles portaient elles-mêmes au poignet, des bracelets fitness. De nos jours, c'est un gadget commun pour les adolescents.
pas pouls, calories, juste des chiffres. Mais entre les mains des criminalistiques, ces chiffres se sont transformés en une carte détaillée de cette nuit. Les données des bracelets de Sophie et Chiara ont raconté une histoire qui contredisait complètement leurs paroles. Dans leurs déclarations, elles se sont tranquillement séparées d'Hilaria dans le tunnel et sont rentrées chez elles. Mais les données disaient autre chose. Vers 22 heures, sur les 2 bracelets fut enregistré un saut brusque, presque vertical du pouls, de 100 à 110 battements par minute, normal pour une marche, à 180 à 190. C'est le pouls d'une personne en état de panique ou de tension physique extrême. Et juste après ce saut du pouls suivit l'enregistrement d'une activité physique inhabituelle. Les traceurs GPS enregistrèrent comme 2 points. Sophie et Chiara commencèrent à s'éloigner rapidement du tunnel. Mais elles ne sont pas passées par la route. Elles ont couru. Elles ont couru par l'ancien remblai ferroviaire, sur les pierres et les traverses, dans l'obscurité totale. Les bracelets ont enregistré impartialement la distance, 2,6 km, et le temps, de 11 à 13 minutes. Ce n'est pas la vitesse d'une marche tranquille, c'est la vitesse d'une fuite en panique. Maintenant, l'enquête avait le tableau complet de leur comportement après qu'elles aient quitté le tunnel. Elles ne sont pas simplement sorties. Elles ont couru désespérément dans un état de stress sauvage. Et après, en arrivant chez elles, elles ont d'abord couru vers les téléphones pour détruire les preuves. La tentative d'effacer les traces dans la conversation et les données des bracelets criant sur la fuite en panique se sont unies en une seule chose. Elles n'étaient pas seulement là, elles fuyaient quelque chose. Et elles essayaient désespérément de cacher la vérité. La vérité sur ce qui s'est réellement passé dans ces minutes terribles à l'intérieur de la Galleria di Crevola. Et quand l'enquête avait en main les données sur la fuite en panique et les tentatives de détruire la conversation, restait la dernière, principale question. Qu'est-ce qui les a fait courir? Qu'est-ce qui a fait monter leur pouls à 190 battements par minute? Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ces minutes terribles à l'intérieur de la Galleria di Crevola? La réponse à cette question ne pouvait être donnée que par un témoin silencieux. Celui qui était sur la poitrine d'Hilaria. La caméra d'action. Cette caméra était l'élément central de tout leur plan cruel. Elle aurait dû devenir leur ticket pour le chat fermé, leur trophée. Maintenant, elle est devenue le principal espoir de l'enquête. Quand le corps d'Hilaria fut trouvé, il n'y avait pas de caméra sur elle. Mais lors d'une inspection répétée et plus attentive du tunnel, elle fut finalement découverte. Elle était tombée dans une fissure entre les plaques de béton du sol, presque complètement cachée par la saleté et les déchets humides. Le boîtier était rayé, la lentille cassée. Mais les enquêteurs ne s'intéressaient pas à cela. Ils s'intéressaient à la petite carte mémoire à l'intérieur. Ce fut un moment de tension maximale au quartier général de l'enquête. Le criminalistique, avec des gants stériles, a soigneusement extrait la minuscule carte micro SD, l'a séchée et l'a insérée dans le lecteur. Tous ceux qui étaient dans la salle retinrent leur souffle. Sur l'écran de l'ordinateur apparut une notification. Dispositif non reconnu. Une autre tentative. Système de fichiers corrompu. Le spécialiste tenta d'exécuter un programme de récupération de données. L'indicateur de progression se déplaçait lentement sur l'écran, puis donna une erreur. La carte était morte. Possiblement à cause de l'impact, quand Hilaria est tombée. Possiblement à cause de l'humidité. Et possiblement elle fut endommagée intentionnellement. Il semblait que le dernier fil menant à la vérité s'était rompu. Les filles pouvaient mentir autant qu'elles voulaient, et personne ne pourrait prouver ce qui s'était réellement passé dans l'obscurité. Ce fut un échec assourdissant. Mais elles n'ont pas compté sur une chose. Au XXIe siècle, les preuves ne sont pas seulement ce qu'on peut toucher avec les mains. Parfois, ce sont juste un ensemble de 0 et de 1 volant dans l'air. Pendant qu'une équipe tentait en vain de raviver la carte mémoire morte, une autre continuait à creuser dans les profondeurs numériques des téléphones confisqués. Et ici, dans les log systems du téléphone de Sophie, un spécialiste en cybersécurité remarque quelque chose d'étrange.
un enregistrement d'activité réseau daté de la nuit du 18 mai, juste après que, selon les données du bracelet fitness, elle soit rentrée en courant chez elle. Les logs montraient que son téléphone, en se connectant automatiquement au réseau Wi-Fi domestique, avait initié une session de communication avec le stockage cloud. L'application de la caméra d'action installée sur son téléphone avait tenté de synchroniser le matériel filmé. C'est une fonction standard. La caméra filme et le téléphone en arrière-plan charge progressivement les vidéos dans le cloud pour libérer de l'espace et créer une sauvegarde. Sophie, en panique, supprimant les chats, ne savait probablement même pas que ce processus était initié. Elle pensait à la conversation, mais n'a pas pensé aux tâches en arrière-plan du système d'exploitation. Le processus de synchronisation ne fut pas complété. Les logs montraient que quelques paquets de données furent envoyés, puis la connexion fut interrompue. Probablement parce que le fichier original sur la carte SD était déjà corrompu. Mais quelque chose avait réussi à sortir. Obtenant un mandat d'urgence, les enquêteurs demandent à l'entreprise propriétaire du service cloud l'accès au compte de Sophie. Et ce qu'ils trouvent là change le cours de toute l'affaire. Dans le dossier principal, il n'y avait pas de fichier vidéo. Mais dans le cache system, dans le dossier pour les fichiers temporaires que l'utilisateur ordinaire ne voit jamais, se trouvaient quelques fragments dispersés. Ce n'étaient pas des fichiers vidéo. Le programme de synchronisation n'avait pas réussi à transmettre la lourde piste vidéo, mais avait réussi à pousser vers le serveur quelques morceaux légers du flux audio avant que le processus ne soit interrompu avec une erreur. C'étaient des fragments, des pistes sonores nues, sans images. L'enquêteur principal met les écouteurs. Dans la salle flotte un silence absolu. Il appuie sur play. D'abord, grésillement et statique, et puis résonne un son qu'il avait déjà entendu de nombreuses fois. Gouttes, l'écho creux et rythmé des gouttes tombant du plafond dans le tunnel abandonné. Et sur ce son, des voix, basses, effrayées, défaillantes. Voix de 3 filles. Elles ne savaient pas que leur principal témoin n'était pas la caméra, mais le microphone. Et il avait tout enregistré. La vérité n'était pas morte dans la carte mémoire endommagée. Elle attendait juste son heure dans le cloud. La vérité n'était pas morte dans la carte mémoire endommagée. Elle attendait juste son heure dans le cloud. Et maintenant, dans le silence complet du bureau de l'enquêteur, elle parla. Mais que peut raconter un simple fichier audio sans image ? Il s'est avéré que le son peut être plus éloquent que n'importe quelle vidéo. Parce que la vidéo montre ce qui s'est passé. Et le son, ce qu'elles ont ressenti dedans. Ces fragments audio dispersés, extraits du cache system, étaient encore le principal trésor de l'enquête. Ils furent immédiatement envoyés au laboratoire d'expertise audio. Le travail serait d'orfèvre. D'abord, les spécialistes supprimèrent les bruits couche par couche, l'écho creux du tunnel, le son constant des gouttes tombant, grésillement et interférence de l'enregistrement endommagé. Ils travaillèrent à plusieurs jours et graduellement, de ce chaos de sons, commencèrent à émerger des voix, propres, libres d'interférences, terriblement vivantes. Les enquêteurs écoutèrent cet enregistrement plusieurs fois et devant eux se déroulait toute la tragédie de cette nuit, comme une pièce radiophonique. Voici le début. On entend le rire nerveux de Sophie et Chiara. Elles encouragent Hilaria, mais dans leur voix, on n'entend non pas un soutien amical, mais une méchanceté mal dissimulée. Voici la voix d'Hilaria, basse, effrayée. Elle demande qu'on lui enlève le bandeau, dit qu'elle a peur, que c'est une blague idiote. En réponse, seulement des moqueries. Et alors le ton de l'enregistrement change brusquement. On entend un bruit de lutte, de pieds traînant sur le sol de béton. Apparemment, Hilaria essaie d'arracher le masque. Sa voix se brise en un cri. Puis, un coup sourd, bruit de chute du corps. Et immédiatement après, un cri court de douleur, pas fort, mais étouffé.
plein de surprises et de peur. Et silence. Pendant quelques secondes règne un silence absolu et assourdissant, brisé seulement par le bruit de l'eau qui goutte. Et après, presque en chuchotant, avec une voix tremblante d'horreur, une des filles prononce la phrase qui devint clé pour toute l'affaire. La voix, que les experts identifièrent comme celle de Chiara, prononce « Qu'est-ce que tu as fait ?» Dans ce chuchotement, il n'y avait pas de colère ou de satisfaction. Seulement une horreur pure et animale. Parallèlement à l'analyse de l'enregistrement audio, suivait le travail des médecins légistes. Les résultats de l'autopsie devaient donner réponse à la question principale. Comment exactement Hilaria est morte? Et ces résultats s'intégraient parfaitement dans le tableau sonore du tunnel. La cause de la mort fut une perte massive de sang, mais elle fut causée non par une blessure profonde et pénétrante, comme cela arrive dans les attaques intentionnelles. Sur la cuisse d'Hilaria, il y avait une seule coupure. Pas profonde, superficielle, mais la lame passa à un tel angle qu'elle atteignit l'artère fémorale. Ce fut une coïncidence monstrueuse et fatale. Les experts déterminèrent aussi l'arme possible. Le caractère de la blessure, ses bords lisses, indiquaient une lame très tranchante, mais courte, comme celle qu'il y a dans n'importe quel multitool standard. Cette même petite chose qui était certainement avec les adolescents intéressés par l'urbex, pour toute éventualité. Ce n'était pas une arme qu'on emporte pour tuer. C'était un outil qui, dans la panique et l'obscurité, s'est transformé en arme. Et deux expertises, audio et médicale, convergèrent en un point. La mort d'Hilaria ne fut pas instantanée. Après la coupure, elle était encore vivante pendant quelque temps. Elle avait une chance. S'ils avaient apporté secours, fait un garrot sur la blessure, appelé une ambulance, elle aurait pu être sauvée. Mais l'enregistrement audio n'enregistre pas de tentative d'aide. Il enregistre seulement la panique. Cris, bruit de chute, cris étouffés de douleur, et après, chuchotement paniqué et bruit de pas fuyant. Les conclusions des experts changèrent complètement la vision de ce cas. Ce ne fut pas un homicide prémédité et froid. Ce fut une cruauté enfantine qui échappa au contrôle. Bagarre dans l'obscurité. Poussée. Mouvement accidentel avec la lame qui devait seulement effrayer, mais atteignit le point fatal. Et après, peur. Peur du sang, peur de la responsabilité, qui se montra plus forte que la compassion. La question principale n'était plus « Qui a tué ?» La réponse était évidente. La question principale était « Pourquoi ?» Pourquoi n'ont-ils pas aidé? Pourquoi ont-ils fui, la laissant saigner dans l'obscurité froide du tunnel? La question principale n'était plus « Qui a tué ?» La réponse était évidente. La question principale était « Pourquoi ?» Pourquoi n'ont-ils pas aidé? Pourquoi ont-ils fui, la laissant saigner dans l'obscurité froide du tunnel? Était-ce seulement de la peur animale, la panique de deux adolescentes confrontées aux conséquences de leur jeu cruel? Ou derrière leurs actions, y avait-il quelque chose de plus? Quelqu'un d'autre? Et quand il semblait que tous les facteurs externes avaient déjà été écartés, dans les fragments récupérés de la conversation surgit un troisième nom, qui pendant peu de temps fit à nouveau douter l'enquête de tout. Ce nom est Matteo. Il n'était pas leur camarade de classe. Il était plus âgé, avait 17 ans, et dans la hiérarchie scolaire était une figure presque mythique. Matteo était le curateur, la même personne qui tenait les clés de ce chat fermé des élèves plus âgés, où Sophie et Chiara tentaient désespérément d'entrer. En étudiant les fragments de messages supprimés, les criminalistiques comprirent que le test dans le tunnel ne fut pas seulement leur initiative personnelle. C'était une sorte de candidature pour l'admission. Elles devaient prouver à Matteo qu'elles étaient dignes d'être dans son club d'élite. Ce détail changea instantanément tout le tableau. Peut-être Sophie et Chiara ne furent-elles pas organisatrices, mais seulement exécutrices, pions dans un jeu d'autrui beaucoup plus cynique?
Peut-être ce Matteo, utilisant son autorité, poussait-il des adolescents plus jeunes vers des défis dangereux et humiliants. Cette version semblait terriblement plausible. Elle expliquait tant le niveau de cruauté que leur désir désespéré de tout filmer. Elle travaillait pour un client. Les enquêteurs commencèrent immédiatement à creuser dans cette direction et très rapidement trouvèrent ce qui semblait confirmer leurs pires craintes. En vérifiant les opérations financières sur la carte bancaire de la mère de Sophie, qu'elle utilisait parfois, ils découvrirent un petit transfert d'argent. 30 €. Le destinataire du paiement était Matteo. Voilà. Ce ne sont plus seulement des bagarres scolaires, c'est du business. Du business basé sur l'humiliation et le risque. Dans l'affaire apparut un nouveau, principal suspect. Le manipulateur cynique qui gagnait de l'argent en manipulant les ambitions d'autrui. Les carabiniers trouvèrent Matteo très rapidement. Mais au lieu d'un manipulateur sinistre, ils virent un garçon ordinaire de 17 ans qui travaillait après l'école comme livreur à la pizzeria locale Bella Napoli. Il ne nia rien. Oui, il administrait le chat. Oui, il prélevait une petite taxe pour l'invitation, comme il l'appelait, pour filtrer les gens aléatoires, comme il expliqua. Mais quand ils lui racontèrent les événements du tunnel, sur son visage, il y avait une horreur genuine. Il jurait qu'il ne savait rien d'aucun test. Il ne leur avait donné aucune tâche. Il avait simplement promis de les ajouter au chat si elles faisaient quelque chose de cool. Quoi exactement ? Cela ne le préoccupait pas. Les paroles lors de l'interrogatoire ne méritaient pas confiance. Il fallait une vérification. Et les enquêteurs allèrent à la pizzeria. Le propriétaire, un Sicilien gros appelé Enzo, confirma. La nuit où arriva la tragédie, Matteo était en service, de 6 heures du soir à 11 heures. C'est un bon garçon travailleur, ajouta Enzo. Mais c'était encore peu. Les enquêteurs exigèrent les enregistrements des caméras de surveillance installées dans la salle et dans la cuisine. Et voilà, la vérité irréfutable. Sur l'enregistrement, on voyait clairement comment Matteo, pendant toute la nuit, exécutait son travail. Ici, il étire la pâte. Ici, il met la pizza au four. Ici, il sert une commande au comptoir, rit avec des collègues. Les caméras l'enregistrèrent des dizaines de fois. Et le système électronique de caisse confirma. Son code personnel fut utilisé pour fermer des comptes à 21h, à 21h30, à 22h15. Il ne pouvait physiquement pas être dans le tunnel. Son alibi était de fer. Restait la dernière question. Le transfert de 30 €. La vérification de la date de la transaction mit un point final à ce cas. Le paiement fut fait une semaine avant la tragédie. C'était simplement une taxe d'entrée, pas pour une tâche spécifique. Et cette deuxième fausse piste s'effondra finalement. Il n'y avait aucun manipulateur sinistre Matteo, tout comme il n'y avait pas de maniaque dans le van blanc. Tous les étrangers furent exclus. Le cercle se rétrécit au maximum. Dans cette histoire, il n'y avait pas de manipulateurs adultes. Il n'y avait pas d'organisateurs secrets. Tout se montra plus simple et par conséquent encore plus terrifiant. C'était seulement 3 filles et un tunnel sombre et froid. Et tout ce qui arriva là était seulement leur affaire. Tout se montra plus simple et par conséquent encore plus terrifiant. C'était seulement 3 filles et un tunnel sombre et froid. Et tout ce qui arriva là était seulement leur affaire. Quand la police exclut tous les étrangers, quand toutes les fausses pistes menèrent à des impasses, l'enquête des preuves physiques, en fait, se termina. Mais commença sa partie la plus difficile. La tentative de regarder dans les têtes de 2 filles de 14 ans pour répondre à cette question principale « Pourquoi ?» Et la réponse à elle était non dans les preuves matérielles, mais dans leur vie numérique, dans les likes, commentaires et messages supprimés qui, comme des fantômes, gardaient en eux les motifs, peurs et offenses qui menèrent à la tragédie.
Les psychologues qui travaillèrent sur ce cas commencèrent en plongeant dans leur monde. Dans le monde qui aujourd'hui, pour beaucoup d'adolescents, est plus réel que la réalité elle-même. Dans leurs réseaux sociaux. Et les profils de Sophie et Chiara étaient comme deux pôles différents qui s'attirèrent pour créer une force destructrice. Le profil de Sophie était une façade, brillante, lustrée, parfaitement construite. Des centaines de photos. Ici, elle avec des amis à la plage. Ici, elle rit dans un café. Ici, elle fait un selfie avec un coucher de soleil en arrière-plan. Chaque post collectait des dizaines, parfois des centaines de likes. Elle était influenceuse à l'échelle de son école. Et elle en vivait. Les psychologues, analysant son comportement, remarquèrent une dépendance presque pathologique à cette approbation numérique. Son humeur dépendait directement de la quantité de cœurs sous la nouvelle photo. Elle générait constamment du contenu, faisait des lives, répondait aux commentaires. Elle ne vivait pas seulement, elle transmettait sa vie. Et cette transmission était plus importante que la vie elle-même. Et l'apparition d'Hilaria dans la classe devint une menace pour ce monde parfait. Pas directe, pas évidente, mais Hilaria était nouvelle. Elle était différente. Elle éveillait l'intérêt. L'attention qui appartenait avant entièrement à Sophie commença à se disperser. Et pour une personne dont l'estime de soi était construite sur cette attention, cela équivalait à une catastrophe. Le plan d'enseigner à Hilaria du point de vue de cette psychologie ne fut pas seulement un acte de vengeance pour une petite bagarre. Ce fut une tentative désespérée de récupérer son statut, créer tel contenu, telle exclusivité qui exploserait sa petite communauté et la ferait redevenir étoile numéro 1. La vidéo avec humiliation et peur d'Hilaria devait être son triomphe. Maintenant, Chiara. Son profil était le complet opposé. Compte fermé, minimum de photos personnelles. Principalement, repost de citations mélancoliques, art sombre, musique de groupe indie dépressif. Elle était une ombre, observatrice, mais, comme il arrive fréquemment, c'est exactement dans l'ombre que naissent les idées les plus dangereuses. Si Sophie était la façade, Chiara était le cardinal gris, le cerveau de l'opération. L'analyse des conversations récupérées montra que ce fut exactement Chiara qui généra l'idée du tunnel. Ce fut elle qui donnait des détails à Sophie, chauffait sa rage contre Hilaria. « Regarde, elle a encore liké sa photo. As-tu entendu comme elle a ri de ta blague ? Elle agissait comme manipulatrice habile, jouant avec les complexes et peurs de sa meilleure amie. » Les psychologues supposèrent que derrière cela était une jalousie profondément cachée. Jalousie de la popularité de Sophie. Chiara était plus intelligente, plus astucieuse, mais n'avait pas le charisme de leader, et elle trouva une façon de contrôler le leader depuis l'ombre. La tragédie d'Hilaria fut pour elle une façon de prouver sa supériorité, pas ouverte, mais secrète. Elle créa un scénario où Sophie était l'actrice principale, mais la réalisatrice était elle. Et la cruauté de ce scénario, ruban adhésif, obscurité totale, fixation des mains, était la marque de sa rage silencieuse et contenue. Aucune d'elles, probablement, n'aurait fait cela seule. Sophie était trop préoccupée par son image publique pour ouvertement planifier une telle cruauté. Chiara était trop lâche pour agir sans couverture. Mais ensemble, elles créèrent la tempête parfaite. Sophie avait besoin d'une idée brillante et choquante. Chiara la fournit. Chiara avait besoin d'un exécuteur capable de réaliser ses fantasmes sombres. Sophie s'adapta parfaitement à ce rôle. Elles se nourrirent mutuellement. La pression de groupe qu'elles exercèrent elles-mêmes sur elle enleva tous les freins internes. Ce fut exactement ce portrait psychologique qui devint la base de l'accusation. Ce fut un crime né non d'une intention directe de tuer, mais d'un mélange toxique de complexes adolescents multipliés par la logique impitoyable des réseaux sociaux, où l'attention est monnaie et l'humiliation humaine n'est que contenu. Et quand les carabiniers présentèrent à toutes les deux l'enregistrement audio du tunnel,
ce château de cartes de mensonges et de dénégation s'effondra. Elles entendirent leur voix, leur peur, leur honte. Et elles craquèrent, toutes les deux. Elles commencèrent à donner des témoignages confessionnels, se confondant, se rejetant la faute l'une sur l'autre, mais finalement reconstituant tout le tableau de cette nuit, tableau qu'il n'appartenait plus aux enquêteurs d'évaluer, mais au tribunal. Et quand les carabiniers présentèrent à toutes les deux l'enregistrement audio du tunnel, ce château de cartes de mensonges et de dénégation s'effondra. Elles entendirent leur voix, leur peur, leur honte, et elles craquèrent, toutes les deux. Elles commencèrent à donner des témoignages confessionnels, se confondant, se rejetant la faute l'une sur l'autre, mais finalement reconstituant tout le tableau de cette nuit. Tableau qu'il n'appartenait plus aux enquêteurs d'évaluer, mais au tribunal. Mais avant cette confession, il y eut le silence. Plusieurs heures de silence tendu et glacial dans deux salles d'interrogatoire différentes. Dans l'une était assise Sophie, à côté d'elle son avocat et ses parents pâles et effrayés. Dans l'autre, Chiara, également avec avocat et mère qui bougeait silencieusement un mouchoir dans ses mains. Les filles furent intentionnellement séparées. C'est une tactique standard. Quand les suspects ne peuvent pas accorder leur version, leurs histoires commencent à diverger. Toutes les deux s'en tenaient à la même version répétée à l'avance. Oui, elles étaient dans le tunnel. Oui, c'était leur idée idiote avec le test. Mais elles n'ont touché personne. Hilaria s'est effrayée toute seule. À un moment, elle s'est simplement arraché le bandeau, a crié qu'elles étaient toutes folles et s'est enfuie. Vers où? Elle ne savait en bas. Il faisait noir. Elles aussi ont eu peur et sont rentrées chez elles. Voilà, c'était leur mur. Elles répétèrent cette histoire plusieurs fois, sans changer un mot, regardant directement dans les yeux de l'enquêteur. Elles étaient très confiantes dans leur légende. L'interrogatoire fut mené par un enquêteur expérimenté, homme d'environ 50 ans qui dans sa carrière avait tout vu. Il ne pressait pas. Il ne criait pas. Il parlait bas, presque paternellement. Et c'était exactement ce calme qui effrayait le plus. Il commença par le simple. Il plaça sur la table devant Sophie une impression de photographie. 3 paires d'empreintes de pneus de bicyclette à l'entrée du tunnel. Vous êtes arrivé là à 3 heures. À bicyclette. C'est ça? Sophie acquiesça. Cela ne contredisait pas son histoire. Puis l'enquêteur se tourna vers Chiara. Dans la salle voisine, on montrait la même chose. Et alors fut placée sur la table la petite lampe de poche noire dans le sac de preuves. Chiara, cette lampe de poche, nous l'avons trouvée à l'entrée. Les experts y ont découvert vos empreintes digitales. Pouvez-vous expliquer cela? Chiara se figea pendant une seconde. Mais la réponse était prête. Je l'ai perdue il y a longtemps. Peut-être un mois. Je ne sais pas comment elle est arrivée là. Peut-être quelqu'un l'a trouvée et emportée. Très lisse. Très répétée. L'enquêteur acquiesça comme acceptant sa version et revint à Sophie. Sur la table fut placé le reçu de caisse. Sophie, à 21h14, le jour de la tragédie, tu étais dans le magasin de Monsieur Rousseau. Tu as acheté un énergisant et ce rouleau de ruban isolant. Nous avons l'enregistrement de la caméra. Pourquoi avais-tu besoin du ruban isolant une demi-heure avant d'aller au tunnel? Sophie se mordit la lèvre. Sur mon guidon de vélo, la poignée était lâche. Je voulais l'enrouler pour qu'elle ne glisse pas. Et tu l'as enroulée? Non. Après, j'ai oublié. Le mensonge devenait de plus en plus maladroit. La femme adulte, enquêtrice de cas de mineurs, assise dans le coin, soupira lourdement. Nouvelle pause. L'enquêteur sortit l'impression suivante. Graphique des bracelets fitness. 2 pics brusques de pouls, presque à 190 battements par minute, et carte du trajet. 2,6 km en courant le long du remblai ferroviaire.
Vous dites que vous avez simplement eu peur et êtes rentré chez vous. Mais ces données disent autre chose. Elles parlent de fuite en panique. Vous avez couru comme si le diable lui-même vous poursuivait. De quoi fuyez-vous, Sophie? De l'obscurité? Ou de ce que vous aviez laissé dans ce tunnel? Ici, Sophie vacilla pour la première fois. Ses yeux bougèrent nerveusement. Nous avons eu très peur. Il y avait des bruits étranges. Il semblait qu'il y avait quelqu'un là. Dans la salle voisine, Chiara disait la même chose. Leurs versions coïncidaient encore. Et alors l'enquêteur porta le coup suivant. Vous avez supprimé toute la conversation avec Hilaria, tous les chats, plusieurs jours avant sa mort. Pourquoi? Si elle était votre amie et que vous vous inquiétiez pour elle, pourquoi effacer les derniers souvenirs d'elle? Dans la salle régna le silence. Les avocats bougèrent inquiets sur leurs chaises. Ce fut un mouvement très fort. Pour cette question, les filles n'avaient pas de réponse préparée. Nous ne voulions pas que les parents lisent. Il y avait des choses personnelles, bégaya Chiara. Le mur donna sa première fissure sérieuse. L'enquêteur vit qu'elles étaient à la limite. Il resta silencieux, laissant le silence faire son travail. Et après dit, regardant directement dans les yeux d'abord de l'une, puis de l'autre, « D'accord, je vous crois presque. Peut-être avez-vous vraiment juste eu peur. Peut-être nous trompons-nous sur tout. Mais nous avons encore un témoin. Un témoin qui était avec vous là, dans l'obscurité. Elle ne peut pas mentir. Et elle va tout nous raconter. » Il sortit un ordinateur portable et de gros écouteurs de studio. Il les mit sur la tête de Sophie. Dans la salle voisine, ils firent la même chose avec sa partenaire. Les avocats protestèrent, mais l'enquêteur les arrêta d'un geste. « Elle va juste écouter. » Il pressa le bouton « play ». Et dans les oreilles de Sophie jaillit ce même son. L'écho creux du tunnel, le bruit des gouttes, et après, leur propre voix, leur rire. La voix effrayée d'Hilaria. Bruit de lutte. Choc sourd, cri court, plein de douleur et de surprise. Le visage de Sophie changeait à chaque seconde. Il devenait blanc comme du papier. Les yeux s'agrandirent d'horreur. Elle regardait l'enquêteur, mais ne le voyait pas. Elle voyait cette nuit, et après quelques secondes de silence dans l'enregistrement, résonna le chuchotement. Bas, tremblant, mais absolument clair, la voix de Chiara. « Qu'est-ce que tu as fait ?» À ce moment, Sophie arracha les écouteurs. Son visage se tordit. Elle commença à trembler, et de sa poitrine sortit un cri muet qui se transforma en pleurs forts et désespérés. Le mur s'effondra, se brisa en poussière. Selon le protocole de l'interrogatoire, ses premières paroles entre les larmes furent « Je ne voulais pas, je ne voulais pas. » C'était elle. C'était tout l'idée de Chiara. Dans la salle voisine, Chiara, entendant dans l'enregistrement son propre chuchotement, se figea simplement, regardant un point. Et après dit bas, presque inaudiblement, « Je vais raconter. Je vais tout raconter. » La confrontation était terminée. La confrontation était terminée. Le mur de silence s'effondra sous le poids de la preuve irréfutable, leur propre voix enregistrée dans l'obscurité. Mais une confession arrachée dans un état de choc et de peur est une chose. Pour le tribunal, c'est peu. La défense peut toujours prétendre que les filles ont été pressées, qu'elles se sont accusées en panique. C'est pourquoi, pendant que Sophie et Chiara donnaient pas leurs témoignages confus et contradictoires, dans le tunnel froid, continuaient de travailler d'autres témoins silencieux, les criminalistiques. Et leur conclusion devait transformer l'enregistrement audio de simples preuves en preuves irréfutables, cimentant le tableau du crime. La tâche principale de l'expertise de traces fut de reconstituer les événements qui se produisirent déjà après que retentit ce cri fatal. Dans leur première confession, les filles affirmaient qu'elles avaient
simplement eu peur et s'était enfuie, laissant Hilaria où elle était tombée. Mais cette même trace de sang, s'étendant sur 87 mètres jusqu'à la seconde sortie, disait autre chose. Et les experts devaient prouver cela avec précision mathématique. Ils retournèrent au tunnel et commencèrent à étudier littéralement millimètre par millimètre le sol. Ce fut un travail incroyablement minutieux. Ils photographièrent chaque trace, chaque marque, chaque goutte, créant un modèle tridimensionnel détaillé de tout ce chemin. Et ce modèle leur raconta une histoire que ne pouvaient cacher ni l'obscurité, ni la panique. Les empreintes des chaussures de Sophie et Chiara, qu'elles laissèrent sur le sol poussiéreux de béton, n'étaient pas juste des marques chaotiques de personnes courant. Elles étaient rythmées. 2 pas, puis encore 2, et entre elles, ce même sillon laissé par le corps d'Hilaria. Mais le plus important que les experts découvrirent furent les traces en arc. Petit demi-cercle que la chaussure laissait sur le sol quand les filles, évidemment, s'arrêtaient pour saisir leur charge plus confortablement et se tournèrent sur place. C'était une chorégraphie d'horreur figée dans la poussière. Elles n'avaient à ça pas juste couru. Elles avaient traîné. L'analyse des gouttes de sang sur le sol et sur les murs du tunnel confirma cette version. Les éclaboussures étaient basses, pas plus hautes qu'un demi-mètre du sol. Cela signifiait que la source du saignement était très proche du sol. Et le caractère des taches sur les murs de béton montra que le corps les touchait plusieurs fois quand les filles tentaient de se faufiler vers l'avant. Elles ne la portaient pas dans leurs bras. Elles la traînaient derrière elles comme un sac, tentant désespérément d'atteindre la lumière, la sortie. Et voici l'accord final de l'enquête. Les criminalistiques prirent les données des traceurs GPS des bracelets en fitness qui enregistrèrent la course en panique des filles. Ils prirent le modèle tridimensionnel des traces laissées sur le sol du tunnel et superposèrent l'un sur l'autre. 2 histoires, une écrite dans la poussière et le sang, l'autre enregistrée en bits et bytes, coïncidèrent avec précision de centimètres. Ces 87 mètres qu'elles coururent, elles ne les coururent pas seules. Elles traînèrent avec elles Hilaria mourante. Cette conclusion des experts détruisit complètement la dernière ligne de défense à laquelle les avocats pourraient encore s'accrocher. Ils ne pouvaient plus affirmer que les filles avaient simplement abandonné Hilaria dans la panique. Non. Elles avaient pris une décision consciente. Décision de ne pas appeler les secours. Décision de ne pas essayer d'arrêter l'hémorragie. À la place, elles décidèrent de cacher ce qu'elles avaient fait. Elles traînèrent son corps vers l'autre sortie, plus près de la route, dans le faible espoir que quelqu'un la trouverait. Elles tentèrent de se débarrasser du corps comme d'une preuve, et cette simple action, déplacer le corps de 87 mètres, aux yeux de la loi, changeait tout. Ce n'était plus seulement un accident tragique, c'était abandon en danger, résultant en mort, et dissimulation de traces de crime. L'enquête était conclue. Devant elle se trouvait le tribunal. L'enquête était conclue. Mais avant que l'affaire n'aille au tribunal, il fallait fixer ce qui s'était passé sur papier. Le fixer avec les mots des participantes elles-mêmes. Et quand les enquêteurs, ayant déjà toutes les preuves en main, s'assirent à nouveau devant Sophie et Chiara, elles n'essayaient plus de mentir. Elles commencèrent à parler. Du protocole d'interrogatoire de Sophie, elle a commencé à crier, que ce n'était pas drôle, qu'elle avait peur. Elle a arraché le bandeau. Ses yeux étaient fous. Elle a poussé Chiara. Elle est tombée. Je ne savais pas quoi faire. Elle s'est jetée sur moi. Le voilà. Le moment où leur jeu cruel s'est transformé en tragédie. Selon leurs déclarations qui, se confondant et se contredisant mutuellement, peignaient dans l'ensemble le même tableau, tout s'est passé en quelques secondes. Quand Hilaria arracha le masque, elle était furieuse. Les bousculades commencèrent dans l'obscurité presque totale. Hilaria, essayant de se libérer, poussa Chiara, qui, glissant sur le sol mouillé, tomba et heurta le béton.
À ce moment, selon Sophie, elle eut peur qu'Hilaria maintenant s'enfuit et raconte tout à tout le monde. Elle sortit de sa poche l'outil multifonction. Pas pour frapper, juste pour effrayer. « Je voulais seulement qu'elle s'arrête », répétait-elle lors de l'interrogatoire. Elle fit un pas en avant, tendant devant elle la main avec l'outil multifonction serré, avec la lame déjà ouverte. Dans l'obscurité, elle ne calcula pas la distance. Hilaria, de son côté, fit un pas dans sa direction. Il y eut un contact bref, presque accidentel. Au début, elles ne comprirent même pas ce qui s'était passé. Hilaria cria et s'éloigna. Et puis elles virent le sang. Sur son jean se répandait rapidement une tache sombre. Et alors les couvrit une panique réelle, animale. Elles avouèrent qu'au début, elles essayèrent même d'aider. Sophie enleva sa ceinture et tenta de faire un garrot sur la jambe au-dessus de la blessure. Mais de peur, ses mains tremblaient. Elle n'arrivait pas à serrer la boucle. Le sang continuait à couler. Et la peur se montra plus forte que tout, plus forte que la compassion, plus forte que le bon sens. Elles lâchèrent tout et coururent. Elles sortirent en courant du tunnel, se disputant et se criant l'une sur l'autre. « C'est ta faute. » Component placement. « Non, c'est la tienne. » Pendant quelque temps, elles restèrent simplement dehors, ne sachant que faire. Et après, quand la première vague de panique passa, elles décidèrent de revenir. Elles espéraient que tout ne serait pas si terrible, qu'elles seraient simplement assises là à pleurer. Mais quand elles revinrent, Hilaria ne bougeait plus. À ce moment, elles prirent la dernière, la plus terrible décision. Elles comprirent que si on la trouvait là-dedans, tout le monde comprendrait ce qui s'était passé. Et elles décidèrent de la traîner vers l'autre sortie, plus près de la route, dans l'espoir que cela semble qu'elle-même essayait de sortir et n'avait simplement pas pu. Ce fut l'aveu complet et final. Maintenant, le tribunal avait non seulement un tas de preuves, mais 2 aveux. Il ne restait qu'à décider comment qualifier ce mélange de cruauté enfantine, de peur et de stupidité. Il ne restait qu'à décider comment qualifier ce mélange de cruauté enfantine, de peur et de stupidité. Mais pour que le tribunal puisse le faire, il avait besoin du tableau complet, minute par minute, de ce qui s'était passé. Et les enquêteurs, rassemblant toutes les preuves, numériques et physiques, ainsi que les témoignages d'aveux, réussirent à reconstituer la chronologie de cette nuit avec une précision effrayante. 21h32. 3 vélos s'arrêtent à l'entrée sombre de la Galleria di Crevola. Sophie et Chiara fixent sur la poitrine d'Hilaria la caméra d'action et bandent ses yeux avec un masque dense de foulard et de rubans isolants. Elles entrent dans le tunnel. Le compte à rebours de la tragédie est initié. Approximativement de 21h32 à 21h45. Les 15 premières minutes là-dedans. À en juger par les fragments de l'enregistrement audio, ce temps fut rempli de rires nerveux, de moqueries et de tentatives d'Hilaria de comprendre ce qui se passait. Elle l'emmène au fond du tunnel, l'emmenant intentionnellement vers les parties les plus sombres et humides. Approximativement 21h47. Point de non-retour. Hilaria, poussée au désespoir, arrache le masque. Commence la bagarre qui se transforme rapidement en bagarre physique. Chiara tombe. Sophie, se défendant ou attaquant, ceci ne peut plus être établi avec précision, prend l'outil multifonction. Il y a un contact bref et la lame atteint la cuisse d'Hilaria de 21h48 à 21h55. Panique. Les filles voient sur le sang. Elles sont saisies d'horreur. Elles font une tentative maladroite d'aider, mais la peur les paralyse. Elles abandonnent Hilaria blessée et courent vers la sortie. Les données des bracelets de fitness enregistrent un saut brusque du pouls et le début de la fuite paniquée.
Approximativement de 21h55 à 22h10. Discussion à l'entrée. Sortant en courant du tunnel, Sophie et Chiara, selon leurs déclarations, commencent à se disputer furieusement, se rejetant la faute l'une sur l'autre. Elles ne savent que faire, courir à la maison et se taire ou revenir et aider. Approximativement 22h10. Retour. La peur des conséquences prévaut et elles décident de revenir. Elles entrent à nouveau dans le tunnel et trouvent Hilaria inconsciente. De 22h10 à 22h30. Dissimulation de traces. Comprenant qu'Hilaria ne respire pas, elles prennent la décision de traîner son corps vers l'autre sortie. Commence ce même chemin de 87 mètres. L'expertise des traces confirme qu'elles s'arrêtèrent plusieurs fois pour se reposer. Approximativement 22h30. Elles traînent le corps jusqu'au second portail et l'y laissent. Puis elles prennent leur vélo qu'elles avaient laissé à la première entrée, les cachent dans les buissons proches et à pied, essayant de ne pas attirer l'attention, rentrent chez elles. Le tableau fut reconstitué. Chaque pas, chaque action, chaque minute de cette nuit terrible furent documentées et confirmées par des preuves. Pour l'enquête, le travail était terminé. Maintenant, la parole était au tribunal. Le procès eut lieu à huis clos. Ni presse, ni étrangers. Seulement le juge, le procureur, les avocats, les parents et 2 filles qui, de leaders du groupe et cardinaux gris, se transformèrent en accusés. La principale question qui était devant le tribunal n'était pas de savoir si elles étaient coupables. Leur culpabilité était évidente et prouvée. La question était dans la qualification. Était-ce un homicide intentionnel, planifié et froid? Ou était-ce un accident tragique résultant de stupidité et de cruauté criminelle? Le procureur insistait que l'intention d'effrayer en utilisant des objets dangereux et dans des conditions dangereuses était déjà en soi un crime grave. La défense, de son côté, pressait que les filles n'avaient pas l'intention directe de priver Hilaria de la vie. Elles se référaient à leur âge, à la panique, au fait que c'était seulement un jeu qui avait échappé à tout contrôle. Le tribunal étudia soigneusement tous les matériaux. Déclarations, preuves, portraits psychologiques et surtout les rôles de chacune des participantes. Sophie, exécutante, menée par le désir de célébrité et la peur de perdre son statut. Chiara, organisatrice silencieuse, cerveau de l'opération, dont la jalousie cachée et la rage devinrent le catalyseur de la tragédie. Et après plusieurs jours de session, le tribunal prononça son verdict. Les actions de Sophie et Chiara furent qualifiées non comme homicide intentionnel, mais comme homicide par imprudence commis dans des circonstances aggravantes, par un groupe de personnes avec application d'actions violentes. Le tribunal reconnut que leur objectif initial était l'intimidation, non l'homicide. Mais cela ne les libérait pas de la responsabilité pour le fait que leurs actions avaient beau mener à la mort d'une personne et pour l'avoir laissée sans secours. La sentence fut prononcée dans un silence complet. Sophie, comme exécutante, dont les actions furent largement dictées par le désir de s'affirmer, reçut jusqu'à 3 ans dans une institution éducative spéciale avec programme obligatoire de réhabilitation psychologique. Pour Chiara, dont le rôle d'organisatrice et d'instigatrice fut reconnu par le tribunal comme clé, la sentence fut plus sévère, jusqu'à 5 ans dans une institution de régime plus rigoureux. Cette histoire laissa derrière elle non seulement les vies détruites de 3 familles, elle laissa une question lourde pour laquelle il n'y a pas de réponse simple. Où finit la plaisanterie enfantine et où commence la responsabilité adulte? Et à quel prix se mesure la course au like dans un monde où la popularité virtuelle devient parfois plus importante que la vie humaine réelle? Après le tribunal, la vie dans le petit village côtier de Santo Spirito ne fut plus jamais la même. L'entrée du tunnel, Galleria di Crevola, fut soudée avec d'épaisses plaques d'acier. Maintenant, ce n'est plus seulement un lieu abandonné. C'est une cicatrice sur le corps du village,
un lieu de pèlerinage pour les journalistes et les amateurs de tourisme sombre, un lieu qui rappelle constamment ce qui s'est passé.